Marco Bellocchio. Bonjour à tous. Merci encore Marco d'être avec nous, d'être venu de Rome à la Cinémathèque pour présenter donc cette série encore inédite en salle qu'on a pu voir hier, les 6 heures de Esternonotte et le documentaire de 2021, Marx peut attendre, sera projeté à l'issue de cette conversation dans la foulée. Et puis à 18h, pour que le week-end soit complet, on repassera votre premier film sur l'affaire Aldo Moro, Buongiorno Notte, qui passera à 18h, donc ici à la Cinémathèque française. Rosanna va nous aider à traduire vos propos. Vous passerez comme d'habitude de l'italien au français ou du français à l'italien. Voilà, Jean-François Roger est avec moi pour mener cette conversation. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous étiez là hier, donc vous avez vu les 6 épisodes de Esternonotte. Une première question toute simple qu'on a souvent dû vous poser, mais c'est vrai que ce n'est pas si courant qu'un cinéaste revienne sur la même affaire, le même motif, donc les Brigades Rouges, les années de plomb italiennes, l'enlèvement puis l'assassinat d'Aldo Moro. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire comment s'est cristallisé le projet de à nouveau raconter cette histoire, mais de façon très différente. Les 2 titres sont clairs, Buongiorno Notte, Esternonotte, et puis avec le format de la télévision, de la série, donc avec 6 épisodes d'1 heure. Provo a parlare in francese, ma forse meglio parlo italiano. Non, le titre a une explication évidente, Esternonotte, c'est-à-dire on va voir à l'extérieur de la tragédie qu'on a racontée dans Buongiorno Notte, qui était tout à l'intérieur de la prison d'Aldo Moro, tandis que l'extérieur c'était seulement la télévision qui donnait les informations sur le rape, sur il rapimento di Aldo Moro. Ça c'est la motivazione. Il motivo più forse più profondo è che c'è stato nel 40° anniversario dell'assassinio di Aldo Moro, tanti si sono occupati, tanti sono ritornati sulla vicenda, commemorazioni, onori, rappresentazioni in televisione, al cinema, e allora una serie di immagini che avevo visto mi hanno sollecitato, mi hanno ispirato proprio a voler raccontare il controcampo di quella vicenda che io avevo raccontato 20 anni prima. E questo è il motivo personale, molto personale. Non è che io avessi delle necessità politiche di voler ribadire qualcosa, un'idea. Voi avete visto che il racconto è un racconto molto meno ideologizzato che non Buongiorno Notte, ma più, diciamo, in senso nobile, romanzato. Mais à vrai dire, peut-être la raison plus profonde du fait d'être revenu sur ce sujet, c'est tout ce qui s'est passé au moment du 40e anniversaire de l'assassinat d'Aldo Moro. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de commémorations, des honneurs, des émissions à la télévision, des présentations au cinéma, et en quelque sorte des images que j'avais déjà vues m'ont inspiré
pour raconter en quelque sorte le contre-champ de cet événement que j'avais déjà raconté 20 ans avant. Et c'est là en fait la raison, la motivation qui est extrêmement personnelle. Il n'y a pas un besoin politique de réaffirmer une idée ou une autre idée. Et d'ailleurs, comme vous pouvez peut-être le voir, la narration est beaucoup moins idéologique comparée à Buongiorno Notte. Donc c'est dans le sens noble du terme, la narration est beaucoup plus un roman. Alors, c'est vrai que enfin, c'est une histoire avec laquelle on a l'impression quand même que l'Italie n'en a jamais fini. C'est-à-dire que vous précisez que depuis que, enfin, les diverses commémorations ont fait à nouveau parler de l'affaire, etc. Et en fait, cette affaire, cette histoire, a engendré beaucoup de récits, des récits, et même c'est une machine à fiction. Puisqu'on a inventé toutes sortes d'histoires, derrière lesquelles il y aurait d'autres histoires, d'autres, etc. Et on a l'impression que vous voulez quand même, avec Buongiorno Notte et ce film-là, nous débarrasser le cerveau de toutes les histoires qu'on a racontées sur cette affaire, pour en revenir finalement à ce qui était, alors peut-être vous allez nous dire aussi quelles étaient vos sources, ce qui était le récit des brigadistes, et ce qui est aujourd'hui la vérité, en fait. Ce qu'est la vérité, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'est la vérité. Je veux seulement dire que la chose que je vais raconter, c'est la chose que m'intéressait de raconter. Je sais qu'il y a beaucoup d'historiens qui parlent, qui donnent des hypothèses les plus complexes et différentes de ce que j'ai raconté. Mais c'était mon envie, ce n'était pas mon désir de faire ça. Mais je répète, je suis intéressé aux personnages. Il n'y a pas de mauvaises qui sont bien, qui sont mauvaises, mais cette complexité aussi soit de Moro, soit de Cossiga, soit de Pope, soit in questo ho pensato, ma non ho pensato, ci ho pensato dopo, più a un romanzo. E infatti quello che in Italia abbiamo potuto constatare, che è molto interessante, che i giovani, le generazioni più giovani, che ovviamente non erano neppure nate in quella... si sono molto coinvolti, si sono fatte delle domande, ma non tanto delle domande, ma allora chi lo ha ammazzato, chi non... ma il loro stupore, la loro stupefazione è di vedere un'Italia che è così diversa da quell'Italia che è oggi, in cui il peso della politica, il peso dell'utopia politica era ancora molto presente, mentre oggi non lo è affatto. I giovani proprio non gliene frega proprio niente della politica, intesa la politica parlamentare, la politica dei partiti, anche perché non ci sono più partiti forti, mentre allora c'era il Partito Comunista, c'era la Democrazia Cristiana, c'era anche il Partito Socialista, ecco, però diceva, l'Italia era così. E hanno dimostrato, i giovanissimi, un notevole interesse di fronte a questo lunghissimo film. Et en effet, moi j'y ai pensé après, c'est-à-dire cette série ressemble plus à un roman. Et en effet, ce qu'on a pu constater en Italie est qu'il y a eu un grand intérêt de la part des plus jeunes, ceux qui n'étaient pas nés à cette époque-là, et qui ont été très intéressés par cette histoire, qui se sont posés des questions, mais ces questions qui n'étaient pas qui a tué, c'était plutôt leur stupeur, leur étonnement de voir une Italie qui était si différente de celle qu'ils voient à l'heure actuelle. Et c'était une Italie où le poids de la politique, le poids d'une utopie
politique était extrêmement présent, alors qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout le cas. Les jeunes, les très jeunes, n'en ont vraiment rien à faire de la politique, mais entendu comme la politique parlementaire, la politique des partis, et qui était fort à l'époque. À l'époque, il y avait encore le Parti communiste italien, la démocratie chrétienne, il y avait un parti socialiste, et donc en quelque sorte c'était leur étonnement de se dire, et l'Italie c'était ça avant, et c'était surtout ça en fait, c'était l'intérêt des jeunes vis-à-vis de ce long roman. Oui, de ce point de vue, vous parlez d'un pays qui a disparu, c'est un monde idéologique qui a été englouti, c'est-à-dire que les partis dont on parle, la démocratie chrétienne, le Parti communiste italien, même le Parti socialiste, n'existe plus. Tout ça a été complètement balayé. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est presque la forme un peu de Rashomon du film. C'est-à-dire que, est-ce que la forme télévisuelle, la série par épisode, vous a permis presque de réaliser ce projet, de consacrer 1 heure au pape, 1 heure à Madame Moreau, 1 heure au couple de brigadistes qui sont plutôt pour épargner le prisonnier, 1 heure à Cossiga, etc. C'est-à-dire, finalement, est-ce que la télévision, la série a exactement répondu à votre projet de tourner autour du sujet? Sì, penso di sì, che quello che io ho raccontato non si poteva raccontare in un film anche lungo, c'era bisogno di aprire delle porte e fare degli episodi appunto che raccontassero quei personaggi di cui tu parli, e però anche con uno spirito, con un atteggiamento che non è di perdono oppure non è religioso, non è cattolico, non è di dire della misericordia, allora perdoniamo tutti, no, ci sono dei colpi anche forti nei confronti di questo, di quello, però non c'è mai non voleva esserci, poi non so se ci sia, una malizia, una cattiveria, un voler abbattere, colpire in modo particolare quel personaggio o quell'altro, ecco. Per cui Cossiga, ecco, in Cossiga abbiamo cercato di rappresentare piuttosto la sua disperazione più che la sua cattiveria, che poi il fatto lui fosse a favore degli americani, questo si sa, si diceva, no? È l'uomo dell'America, mentre Moro era più aveva un fortissimo contrasto con Kissinger, con gli americani, ecco. Però ecco, un po', volendo, chiudo, fare un riferimento, in fondo noi ci siamo formati anche sui grandi romanzi, no? Dell'800, in particolare, non so, i romanzi russi, se pensiamo appunto a Dostoevsky, se pensiamo a Tolstoi, ecco, che è una scoperta per me più recente, come se adesso, essendo no, anziano, è come se Tolstoi, non so, mi ispirasse di più. Dostoevsky è più un romanziere indiscutibile, però più della mia giovinezza, ecco. Invece forse questo atteggiamento socialista cristiano, io non sono un cristiano assolutamente, però mi colpisce di più oggi, alla mia età. Oui, je pense que c'est ça, tout à fait, mais ça correspond tout à fait à ce dont je voulais parler. Et un film, même long, n'aurait pas suffi. Il fallait ouvrir des portes, il fallait en quelque sorte créer des épisodes qui soient justement consacrés aux personnages que tu viens d'évoquer.
mais dans un esprit, une attitude qui n'est pas de pardon religieux par exemple, qui n'est pas un pardon catholique ou qui n'est pas de la miséricorde non plus, en ce sens de dire oui voilà on pardonne tout le monde, parce qu'en effet il y a aussi des coups durs qui sont portés à certains personnages. Mais l'idée, c'était, il n'y avait pas cette malice derrière, il n'y avait pas cette méchanceté derrière de vouloir démolir quelqu'un ou frapper quelqu'un d'autre parmi les personnages. Et même lorsqu'on parle de Francesco Cossiga, nous avons plutôt essayé de parler de son désespoir plutôt que de sa méchanceté. Mais c'était bien connu que Cossiga était quelqu'un pour les États-Unis, c'était l'homme des États-Unis, et que en revanche Aldo Moro avait des conflits assez forts avec Kissinger et les États-Unis à l'époque. Donc, et puis il faut se dire aussi que nous sommes aussi formés, nous nous sommes construits sur les grands romans du 19e siècle, notamment les romans russes, Dostoïevski ou Tolstoï. Mais pour moi, Tolstoï, c'est une découverte plus récente. Maintenant, à mon grand âge, Tolstoï m'inspire plus. Dostoïevski, c'est bien évidemment un grand romancier, c'est indiscutable, mais ça appartient plus à ma jeunesse, alors que maintenant, dans cette attitude, j'ai plus une attitude socialiste chrétienne, bien que je ne sois pas du tout chrétien, mais dans ce sens-là, Tolstoï me touche plus. On a l'impression que cette histoire, quand même, synthétise beaucoup de vos obsessions. Enfin, vous permet, en fait, de synthétiser beaucoup de vos obsessions qu'on retrouve dans vos films depuis le début. La famille, la religion, la folie, au sens où l'idéologie est quelque chose qui vous fait perdre de vue le réel. Je pense qu'on peut un peu analyser comme ça la séquence où les brigadistes tirent sur la mer, c'est-à-dire qu'ils parlent à personne, enfin, ils sont... Et donc, il m'a semblé qu'en fait, finalement, dans ce film, ou même Le Pape ment, c'est un film qui nous dit que les hommes sont écrasés par des superstructures, qui sont celles que je viens de citer. Si, oui, mais c'est toujours comme ça, soit qui ont fait d'un bon travail ou moins bien. On travaille toujours dans sa propre vie, dans sa propre expérience, soit les livres que tu as lus, les films que tu as vus, les rencontres, et ta vie personnelle, sûrement, la famille Moro, seul, solitaire, et son rapport un peu dur avec sa femme, mais qui à la fin décide d'aider, de donner toute sa vie pour le sauver, en tout cas. Ça, et aussi, oui, j'étais très attiré par cette Cossiga, cet homme bipolaire, non, que vraiment a eu une grande carrière, mais a souffert toujours. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu aucune joie, parce que sa femme, c'était comme a été décrit, il ne voulait pas voir de tout. Et il essaie de, come si dice, di mendicare. C'est comme si c'était le mot de... Mendicare. Oui, il mendiait. Mendicare, semplicemente di poter dormire con sua moglie che glielo rifiuta, anzi lo rifiuta tacendo, non rispondendogli neppure. Insomma, una vita veramente infelice, ma di un uomo molto, molto potente, di un uomo che poi diventerà, questa è storia, primo ministro e presidente della Repubblica. Insomma, però ripeto, ecco, no, mentre lei parlava, intanto voglio ringraziarla perché lei ha fatto una traduzione perfetta.
aussi remercier pour ma traduction qui est... No, ma pensando anche, adesso poi, anche tornando su Dostoevsky, su certi romanzi che tutti noi conosciamo e che sono stati veramente miei compagni di viaggio nella mia giovinezza, ma anche se noi pensiamo persino se noi pensiamo al primo più Delitto e Castigo, insomma, ci sono tanti cattivi, no? Ma però tutti vengono sollevati e sono più che non sono soltanto cattivi, ecco, hanno qualcosa di grandioso, di eccezionale, di estremo. Oppure sentiamo ai fratelli Karamazov, ai demoni, anche i demoni, ci sono delle disperazioni, delle aperture, gigantesche proprio su delle umanità estremamente complesse, per cui tu non è quello buono, ecco. In qualche modo io ma sempre mi sono ispirato a questi modelli grandiosi. Et en fait, oui, par rapport à Francesco Cossiga, on le voit en quelque sorte mendier à sa femme de dormir avec elle, qui refuse et qui plus est en se taisant. Donc c'est un homme qui est malheureux et c'est un homme extrêmement puissant qui a eu une carrière formidable, qui est devenu Premier ministre et puis président de la République. Et puis c'est des romans qu'on connaît tous, Dostoïevski, et ces romans ont été mes compagnons de voyage de ma jeunesse. Et si on pense par exemple à Crime et Châtiment, il y a énormément de méchants, mais ils sont tous un peu soulevés de leurs responsabilités parce qu'ils ne sont pas que méchants. Il y a quelque chose de grandiose, d'exceptionnel et d'extrême. Les démons, par exemple, il y a énormément de désespoir et en même temps des ouvertures gigantesques sur des humanités qui sont complexes. Donc on ne peut pas dire, voilà, d'un côté il y a les bons et de l'autre il y a les méchants. Et moi j'ai toujours voulu m'inspirer de ces modèles grandioses. C'est vrai que quand on voit le film, on ne sait pas si on doit détester ou plaindre Cossiga. C'était vraiment un personnage dont on n'arrive pas à savoir quel sentiment on peut éprouver pour lui. Alors il y a une chose dont je voulais vous parler, c'est dans les deux films que vous avez consacrés à Aldo Moro, vous évoquez la virtualité de sa survie. C'est-à-dire que dans Modernité, il est sauvé, évidemment en rêve, par la jeune brigadiste, et ici, en fait, les Brigades Rouges l'auraient relâché. Et donc, pourquoi ce choix? Pourquoi cette idée? Est-ce que, finalement, est-ce que ça veut dire que vous pensez peut-être que l'histoire d'Italie aurait été fondamentalement changée s'il avait été libéré? Ou bien est-ce que... non, enfin je sais pas, ça c'est vraiment... Mais en tout cas c'est très présent dans vos deux films. Et si Aldo Moro s'en était sorti? Je ne sais pas, oui, des hypothèses, on ne le trouvait pas, alors aussi... son assassinat a été aussi la fin des Brigades Rouges, qui ont continué à faire des homicides, mais en quelques années, ils sont presque disparus. Mais sûrement, quand j'étais à Rome, j'ai connu que Moro a été assassiné, a été pour moi vraiment quelque chose qui m'a bouleversé. Pas seulement moi, parce que je pensais que dans l'esprit italien, il y avait quand même, appunto Machiavelli, queste cose qua che si dicono, il y avait quand même une manière de le sauver, un compromis, no? Trouver la manière de raconter quelqu'un, ok, la grande autorité du pape, non, a été tué. Alors, dans le film Buongiorno Notte, sa liberté, cette promenade en liberté, c'était quelque chose qui répondait à un désir, à quelque chose que j'aimerais qu'il pouvait être. Tandis que
dans Esterno Notte, je me suis reporté à une phrase qui Moro avait dit dans le mémoriale: ringrazio le Brigate Rosse per avermi graziato della vita. Quindi, à un certain moment de dans la prison, il avait espéré, quelqu'un lui a dit qu'il était libéré. Aussi Moretti lui dit à la fin, quand on met un bandage, la liberiamo. Dice la liberiamo. On vous libère. E quindi io ho seguito in Esterno Notte questa idea che è simile all'altra, ma è anche diversa, perché corrisponde a una frase che lo stesso Moro pronuncia. Ecco. Poi naturalmente vorrei aggiungere, ci sono state alcune polemiche in Italia, una di un giornalista che faceva un paragone non tanto ridicolo ma assolutamente assurdo su questa frase di Moro, come se, avendola tolta da un contesto, lui diceva è come se Primo Levi, uscito da Auschwitz, dovesse ringraziare i suoi cacciarieri Hitler e il Capote, che è una stupidaggine, perché questa è tutta un'altra cosa. E poi ripeto, quella frase Moro l'ha pronunciata veramente. Et dans Esterno Notte, c'est vrai, il y a cette idée qui est semblable, mais en même temps, elle est différente en ce sens que c'est une phrase que Moro a réellement écrite. À l'époque, il y a même eu une polémique en Italie, un journaliste qui a dit quelque chose, je ne dis pas de ridicule, mais sûrement absurde, et qui a voulu en quelque sorte paraphraser ce qu'avait dit Moro en disant c'est comme si Primo Levi, en sortant d'Auschwitz, avait remercié Hitler et les capos de l'avoir libéré. C'est une idiotie totale, parce que là c'est une phrase qui appartient vraiment à Moro. Mais de ce point de vue, quand on voit le film, votre description des superstructures, de ce qu'on appelle les superstructures, même en marxisme facile, mais l'État, petit État, la démocratie chrétienne, l'Église, la police, l'armée, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a l'impression que votre colère est intacte, parce que vous vous êtes attaqué à ces superstructures italiennes depuis très longtemps, depuis les années 60, vous les avez décrites, vous les avez attaquées, vous les avez dénoncées. Là, vous montrez que, en fait, elles ne fonctionnent pas, que rien ne marche. Et c'est pour ça que le personnage de Cossiga est particulièrement réussi, parce que c'est peut-être celui qui est le plus coupable, le plus antipathique, et en même temps, c'est le plus intéressant, parce qu'il voit bien que ça ne marche pas. C'est-à-dire que aller fouiller chaque appartement de Rome, ça ne sert à rien. Écouter les Italiens au téléphone, c'est ridicule. Enfin, voilà, comment vous avez voulu faire quelque chose encore peut-être de plus ample que d'habitude dans la description, mais détraquée, je ne sais pas comment on dit en italien, vraiment, de ces superstructures qui cessent de fonctionner. Ma la storia me lo ha permesso, perché è una storia di tanti personaggi in una società più complessa. È chiaro che io praticamente tutto il mio lavoro, queste figure, cioè queste strutture che in qualche modo soffocano, schiacciano e impediscono, è chiaro che diventano, è come se entrassero in conflitto con i personaggi, cioè è come se, volendo essere forse un po' schematici, i personaggi mantenessero nella loro disperazione, nella loro un qualcosa di umano,
Poi esistono queste strutture che hanno come una forma astratta, come se fossero, ecco lì entriamo quasi in una metafisica che a me sfugge, perché io non ho nessuna visione metafisica, però certamente c'è questo potere soffocante che non permette poi di arrivare, appunto, come dicevi tu, a scoprire attraverso, in una Roma che era assediata da, non so, 30-40 mila agenti, dove fosse Aldo Moro, ecco. Però è chiaro, questa impotenza e poi attraverso una catena infinita di responsabilità arriva anche ai singoli, alle singole persone. Però c'è questo, quelle che voi dite superstrutture che resistono nonostante magari anche tanti uomini di buona volontà cerchino di trovare vivo Aldo Moro. C'est cette histoire en fait qui me l'a permis. Parce que dans cette histoire, il y a beaucoup de personnages qui vivent dans une société qui est plus complexe. Et dans mon travail, ce que je fais, c'est que c'est clair qu'il y a des structures qui sont étouffantes, écrasantes, et c'est comme si elles entraient en conflit avec les personnages. Pour schématiser, on pourrait dire que les personnages ont leur désespoir, et même dans leur désespoir, ils gardent quelque chose d'humain, alors que les structures sont des formes abstraites. Et là, on entre dans une métaphysique qui m'échappe en général, parce que je n'ai pas de vision métaphysique, mais c'est là que entre en jeu ce pouvoir étouffant qui ne permet pas de découvrir où est gardé Moro, malgré le fait que Rome était en quelque sorte assiégée à cette époque-là par 30-40 000 policiers. Ça en montre également l'impuissance. Et puis, bien évidemment, par une chaîne infinie de responsabilités, on arrive aux individus. Parce que il y a toujours, ce que vous dites, des superstructures qui résistent, même s'il y a des gens, des personnes de bonne volonté qui veulent retrouver Moro vivant. Mais ce qui est passionnant dans votre film, et c'est dans votre cinéma tout le temps, c'est que la superstructure, ça commence par l'intime. En fait, déjà, la sphère intime est déjà structurée et vous n'êtes plus libre, vous n'êtes déjà pas libre à l'intérieur de la famille, à l'intérieur même du couple. Et je trouve que tout cela est décliné dans le film. L'intime. Sì, sì, certo. Chiaro che un film non è che possa raccontare tutto, un film, il dit des choses, pas des autres, mais pas dans le sens qu'il les cache, mais qui n'est pas... il faut suivre les personnages. Alors, à un certain moment, j'ai décidé de m'intéresser beaucoup à la femme de Moro, Nora, qui était un personnage très discret, mais qui, à un certain moment, elle s'est battue contre tout le pouvoir, surtout de la démocratie chrétienne, contre le président de la République, contre Cossiga, contre le secrétaire de la démocratie chrétienne, avec une force, et aussi une grande dignité. Mais moi, dans le conte, ho seguito lei. Poi seguendo lei, poi raccogli tante altre cose che corrispondono a lei, però è come se segui il suo personaggio. Et oui, dans mon histoire, je l'ai en quelque sorte suivie, et bien évidemment, en la suivant, j'ai trouvé beaucoup d'autres choses autour d'elle, mais j'ai suivi son personnage. Une autre question, mais ça on retrouve ça dans beaucoup de vos films. Le film est très documenté, il se veut très précis.
Vous avez beaucoup travaillé sur le déroulement des événements, les enchaînements, etc. Et puis, à certains moments, le film bascule vers l'imaginaire, vers autre chose. Alors, peut-être une des choses les plus étonnantes, c'est justement quand le ministre de l'Intérieur, Cossiga, regarde ce plan de Rome avec les petits drapeaux et tous les immeubles qui ont été fouillés, etc., et ces policiers qui cherchent Moreau, et la carte se met à saigner. C'est-à-dire que vraiment, chaque point d'épingle, de drapeau, on a l'impression que c'est le sang d'Aldo Moro qui commence à tomber sur Rome. Alors, voilà, ça c'est une idée de cinéma, c'est une idée de cinéaste. Mais la question c'est comment vous osez passer de l'un à l'autre? C'est-à-dire quand est-ce que le film documenté, très précis, et puis on entre dans des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'imaginaire. Et c'est pareil avec le pape, par exemple. Je ne sais pas si Paul VI mettait vraiment des silices pour se faire souffrir, mais en tout cas c'est quelque chose. Voilà. Mais en tout cas c'est quelque chose de symboliquement très fort. Non, certo, sûrement, c'est-à-dire qu'il y a toujours, souvent dans mon travail, quand on parle de l'histoire italienne, se documenter, faire une enquête et savoir tout ce qu'on peut savoir sur cette histoire. Alors, c'est-à-dire, comme tout, la série commence à partir de choses qui sont réelles. Et c'est une exigence personnelle que je ne contrôle pas, c'est-à-dire parce que j'ai besoin à un certain moment de trouver quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas d'importance si appartient à la réalité historique ou pas. Ecco. Et alors, soit dans le sens, tout est, disons, est forcé, disons, exagéré. Je sais que pendant la recherche de Moro, on essayait de le chercher dans les hôpitaux, dans les cliniques psychiatriques. Alors on a exagéré, on a pris cette liberté d'aller plus loin. Comme les petits flags avec le sang, comme là c'est une rêve, comme le pape qui voit suddenly Moro avec la croce. Ça, c'est disons, ma manière de forcer la réalité et après retourner dans la réalité, capito? Andare e tornare. Ma tutto quello che è raccontato nel film parte da delle cose reali, parte dalla realtà, da cui ogni tanto si allontana, si libera. Ecco. D'ailleurs, on s'est été posé la question. Pardon. Non, c'est justement ça. Donc il y a ce va-et-vient permanent par rapport à la réalité, mais tous les points de départ est toujours réel, et puis on s'en éloigne, on se libère en quelque sorte de cette réalité. Et quelles étaient vos sources, sur quelle documentation vous avez, puisque vous avez coécrit le film, vous êtes co-scénariste du film, donc de quoi êtes-vous parti pour raconter cette histoire? Parce qu'il y a eu beaucoup de littérature. Sì, c'è una grande letteratura. Disons, il y a deux storici avec lesquels on a collaboré. Et je dois ajouter, pas seulement moi, parce que il y a aussi des autres scénaristes dans le travail. Ecco. E sono Miguel Gotor e anche Giovanni Bianconi, che sono deux historien qui connaît profondément toute la tragédia d'Aldo Moro, i 55 giorni della prigionia della morte. Naturellement, ils se sont fermés à un certain moment, c'est-à-dire
ils ne m'ont pas prohibé d'aller avant. Sûrement, il dit, ben, n'est pas l'histoire, ça n'est pas... aussi que sur Aldo Moro, il y a encore, pour les historiennes, encore plusieurs mystères che non saranno mai rivelati, che non saranno mai, sono tutte ipotesi, perché chi vede il film dice, beh, sì, ma non era così, sì, ma io però penso che, sul luogo dell'attentato c'erano anche altri, era impossibile che i terroristi avessero ucciso in quel modo così preciso, oppure che Moro non è stato ucciso lì, ma è stato ucciso da un'altra parte, però nessuno di loro ha le prove di quello che loro sostengono. Sono delle ipotesi, sono delle possibilità, perché se ci fossero state delle certezze di un'altra versione, per esempio su dove è stato assassinato Moro, molti dicono no, ma è stato assassinato da un'altra parte, è stato assassinato nel ghetto, è stato assassinato in un certo palazzo, è stato consegnato ad altri, a una banda di criminali, ecco. Però sono tutte delle ipotesi, non c'è mai una certezza storica. Concernant les 55 jours de la captivité et puis l'assassinat d'Aldo Moro, il y a beaucoup de mystères qui ne sont jamais révélés. Et ceux qui regardent le film pourraient dire mais c'était pas comme ça, moi je pense que c'était comme ça, et que sur le lieu de l'attentat il y avait sûrement d'autres personnes, que c'était impossible pour les brigadistes de tuer de façon plus précise, ou alors où Moro a été assassiné. Il n'y a pas de preuves, ce n'est que des hypothèses et des possibilités. Si on avait eu des certitudes historiques sur une autre version, on le saurait. Et puis il y a des personnes toujours qui disent concernant il y a plusieurs hypothèses sur le lieu où Moro a été assassiné, par exemple dans le ghetto de Rome, ou bien dans un tel immeuble, ou qu'il a été remis à une bande de criminels. Encore une fois, c'est des hypothèses sans certitude historique. Mais c'est des hypothèses qui sont souvent affirmées avec certitude. C'est-à-dire que moi j'ai pensé quand on a découvert votre film là en mai dernier, que moi j'ai pensé que ça y est, c'est fini, c'est réglé, c'est-à-dire qu'on sait à peu près comment ça s'est passé, et le film de Bellocchio va, d'une certaine façon, boucler un chapitre de l'histoire de l'Italie. Et en fait, entre-temps, il est paru encore des livres qui racontent qu'il y a eu 2 équipes lors de l'attaque, qu'il n'a pas été tué dans le garage de la Via Montalcini, etc. Pourquoi est-ce qu'Aldo Moro est une telle machine à fantasmer? Sì, questo sì. Alcuni dicono, quelqu'un dit que vraiment c'est le passage stratégique de l'histoire d'Italie, dans le sens que c'est vrai qu'après l'assassinat d'Aldo Moro, tous les grands partis qui réglaient la vie politique de l'Italie républicaine sont entrés en plus en crise et sont disparus. C'est-à-dire ça, l'assassinat d'Aldo Moro a eu un trauma peut-être pas immédiat, mais qui se répète, una specie di ferita, una specie di... ma questo lo dicono gli storici, lo dicono che per questo che non sia ancora cicatrizzata, che non sia ancora... Per questo la serie, il film ha suscitato molto interesse in Italia, un grande interesse in Italia, e meno polemiche. Durante Buongiorno e Notte di 20 anni fa ci sono state delle reazioni molto più polemiche in senso ideologico, grandi
quasi riconoscimenti, ringraziamenti e anche insulti. Ma come ti permetti? Ma vergognati, perché Aldo Moro è una carogna, Aldo Moro è un criminale, Aldo Moro... Oppure altri che dicevano grazie finalmente di avere... oppure terroristi, ex terroristi che dicevano ma noi non eravamo così stupidi, noi non eravamo così imbecilli, quasi si offendevano che, parlo dell'altro film, che di essere stati trattati così male. Ecco. Adesso questo lo è molto di meno, molto di meno, lo è stato molto di meno. Et c'est comme s'il y avait cette blessure, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les historiens qui le disent, qui n'a pas encore cicatrisé. Et la série, en cela, a suscité beaucoup d'intérêt en Italie et beaucoup moins de polémiques. Buongiorno Notte, le film d'il y a 20 ans, a suscité beaucoup de polémiques d'un point de vue idéologique. Il a été reconnu par beaucoup, mais aussi, j'ai été aussi l'objet d'insultes en me disant « mais comment ça peut te venir à l'esprit, c'est honte à toi ». Car Moro, c'était une charogne, c'était un criminel, et d'autres encore m'ont remercié. Ou par exemple des anciens terroristes, ils m'ont dit mais non, on n'était pas aussi bêtes, on n'était pas si imbéciles, comme si ils avaient mal pris, comme si je les avais offensés. Mais dans ce sens-là, la série a suscité beaucoup moins de réactions. Mais de ce point de vue, ce qui est très fort dans la série, c'est que cette machine à fantasmes, aussi vous la prenez en compte. Parce qu'il y a cette séquence extraordinaire où la femme d'Aldo Moro découvre qu'il y a déjà une sorte de représentation théâtrale, même minable, de l'enlèvement et de la captivité de son mari. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez inventé. Sì, è inventato. Matteo, oui. Mais pour va confirmer ce que vous avez dit dans le sens de chercher, autrement, je ne suis pas un historique, je ne suis pas l'envie d'aller un peu en liberté. Et je dois dire qu'une des historiennes, Michel Godor, qui est aussi une amie, il vraiment, disons, pas théorisé, m'a dit non, n'a jamais essayé de nous bloquer, de dire non, ça n'est pas vrai, non. Il reconnaît que dans un'opera d'arte, il faut défendre sa propre liberté. Michel Gotor aussi fait un personnage, le président du tribunal de Torino, c'est lui qui l'a joué avec beaucoup d'ironie. Mais c'est vraiment une scène ironique parce que c'est presque une mise en abîme du film et aussi une autocritique. C'est-à-dire que vous faites partie aussi de ce système de représentation. Si, là, d'une manière différente, mais l'attitude est la même, dans le sens que ces jeunes, j'imagine que des jeunes cinéastes qui vivent cette histoire, questa prigionia, ont cette idée de, comment s'appelait, instant movie, no? si diceva, fare subito un film immediatamente, in presa diretta sulla realtà, e hanno immaginato questo coinvolgendo un loro professore. Ecco. Questo è del tutto inverosimile, è del tutto storicamente non vero. Bien évidemment, le film dans le film, historiquement, n'a aucune base. C'est un peu un instant movie, comme on faisait un film en prise directe sur la réalité, et que ces jeunes l'ont organisé avec la participation de leurs professeurs. Il y a autre chose au début du film, je ne sais pas si vous y avez pensé, là vraiment je vous pose la question. Il y a une phrase qui est devenue
proverbiale et qui vient avant le film de Visconti, qui vient du roman, Le Guépard. C'est la phrase qui dit « Si vous voulez que rien ne change, il faut tout changer ». Maintenant, elle est utilisée presque tous les jours par les politiciens qui reviennent sur leurs paroles, etc. C'est devenu une banalité. Mais dans le film, dans les conversations entre Moro et Cossiga, on voit bien qu'il y a un peu cette idée. C'est-à-dire qu'il faut faire le compromis historique avec les communistes, il faut intégrer les 33% d'Italiens qui votent communistes, mais en même temps, Moro est un génie politique, ça reste un conservateur, c'est quelqu'un qui veut que l'ordre établi reste à peu près le même. Quel est votre regard là-dessus? Et j'ai pensé au Guépard, bien sûr, parce qu'il est considéré comme le plus grand film italien historique, etc. Et il a été fait au moment où vous commenciez à faire vos films. Mais il faut quand même, il y a une différence, dans le sens que je trouve que, avec une certaine modération, Moro c'était vraiment un réformiste. Il utilise la phrase del Ghettopardo, ma avec un significato diverso, dans le sens qu'il dit il faut, parce que Berlinguer était déçu, era deluso pour le fait qu'il y avait dans les ministres, les vice-ministres, aussi des personnages imprésentables. Alors il dit non, il faut qu'Andreotti soit Premier ministre et des autres aussi, très conservateurs, pour permettre, perché les Américains acceptent ça. Après, si on commence à faire cet compromis, alors après on arrivera à une politique d'alternance entre... Quindi Moro dice a Berlinguer e anche a Cossiga: noi dobbiamo scegliere anche dei personaggi squalificati, dei personaggi inaccettabili, perché gli americani accettino questo governo aperto ai comunisti. In fondo è vero, c'è il Gattopardo, ma c'è anche un'idea che io credo che in quel momento Moro, anche se è sempre stato considerato un democristiano di ferro, però avesse questa idea di cambiare un pochino le sorti dell'Italia, politicamente parlando. Et c'est un peu comme si Moro disait aussi bien à Berlinguer qu'à Cossiga qu'il faut intégrer des personnes, même si elles sont imprésentables et qui n'ont aucune crédibilité, mais il faut le faire pour que les États-Unis acceptent ce gouvernement ouvert au Parti communiste. Bien sûr, il y a du Guépard dedans, mais il y a aussi une idée que Moro, qui a toujours été considéré comme un démocrate chrétien de fer, a cette idée qui avait à l'idée, en quelque sorte, de changer l'Italie politiquement. De façon sincère. De façon sincera, di un riformismo responsabile, mica la rivoluzione. Però lui è per questo che sia l'Est, sia gli americani, ma anche i sovietici non volevano assolutamente che si creasse questo compromesso, che i comunisti per la prima volta entrassero nel governo, perché volevano mantenere questo stato quo, volevano mantenere ancora gli Alta, volevano ancora mantenere i due blocchi contrapposti e quindi tutta una serie di ipotesi sull'uccisione di Aldo Moro e anche che i terroristi fossero manovrati da potenze più grandi per bloccare, e di fatto l'uccisione di Aldo Moro ha bloccato questo processo. Et
Bien sûr, Moreau était un réformiste, il s'inspirait d'un réformisme responsable. C'était pas la révolution qu'il voulait faire. Mais c'est évident aussi qu'à l'époque, ni les États-Unis ni le pays de l'Est voulaient ce compromis. Personne ne voulait que les communistes soient intégrés au gouvernement. Tout le monde voulait conserver ce statu quo. Tout le monde voulait conserver Yalta et les deux blocs opposés. Et d'ailleurs, une des hypothèses de l'assassinat Moreau est que les terroristes étaient manœuvrés par des puissances étrangères plus grandes. Et parce que ce qui est vrai, c'est que l'assassinat de Moreau a complètement bloqué ce processus. Mais Aldo Moro, réformiste sincère, oui, mais est-ce que c'était pas aussi quelqu'un de très machiavélique? C'est-à-dire que, quand même, la situation au moment où il est enlevé, c'est le gouvernement Andreotti demande la confiance, mais il n'y a aucun ministre communiste. Il demande simplement au Parti communiste, qui n'a obtenu que la présidence de la Chambre, il leur demande la confiance sans avoir un seul poste au gouvernement. Donc, alors, au-delà de tout ça, en fait, il y a cette idée qui est très démocrate chrétienne, finalement. Et d'ailleurs, elle est un peu énoncée par le pape dans le film. Il faut parfois faire le mal pour faire le bien. I cattolici sono maestri in questo. Oui. Non, mais il dit à un certain moment au pape, écoute, il n'y a pas de communistes del governo, è un appoggio esterno, oui. È la prima mossa perché i comunisti, che erano il 33% dei voti italiani, quasi uguali alla democrazia cristiana, potessero non essere sempre isolati, ma tirati dentro. Però la prima mossa era l'appoggio esterno, che nessun parlamentare comunista sarebbe entrato nel governo Andreotti. Et en fait, ce que faisait le Parti communiste à l'époque, c'était un soutien extérieur au gouvernement Andreotti, et c'était un premier pas. À l'époque, le Parti communiste avait eu 33% des suffrages exprimés, presque autant que la démocratie chrétienne, et c'était pour faire en sorte qu'il ne soit pas isolé, toujours isolé, mais qu'il soit un peu à l'intérieur. Le premier pas vers cela, c'était justement cet appui extérieur, mais aucun parlementaire communiste ne devait faire partie du gouvernement Andreotti. Mais est-ce que Moreau n'avait-il pas conscience qu'en fait c'était la meilleure manière d'affaiblir le Parti communiste? Voilà. C'est-à-dire, en lui proposant de soutenir le gouvernement démocrate chrétien, il perdait sa raison d'être presque. Non, sûrement, oui, parce qu'il y avait... Aujourd'hui, personne ne le pense pas. Il y avait toujours la peur du communisme, la peur que les soviétiques venaient à envahir l'Europe, oui. Mais lui a la conscience, et c'est vrai, c'est historiquement vrai, le fait qu'il dit, lo dit a Cossiga, ma guarda che il Partito Comunista è un partito d'ordine, è un partito... Ancora ci sono questi che pensano che i comunisti stiano tramando per conquistare il potere. Lui in questo era molto intelligente. Lui capiva che questo non era assolutamente possibile, era fuori dall'idea di qualsiasi comunista italiano. Parlo del Partito Comunista, parlo Berlinguer, assolutamente no, insomma, era già un revisionismo che per alcuni era ancora insufficiente e pericoloso, tant'è vero tutta l'operazione Gladio, no? Stay Behind, questa roba qua, insomma. Lui era più avanti, cioè lui aveva capito che il Partito Comunista non era più un pericolo di far crollare la democrazia in Italia. Le Parti communiste italien était un parti, était partisan de l'ordre. Et d'ailleurs, Moreau le dit à Cossiga, il dit mais tu crois qu'il y a encore quelqu'un qui est en train de manœuvrer pour
pour prendre le pouvoir, il était très intelligent en cela. Il avait compris que ce n'était pas possible, que ce n'était dans l'idée d'aucun communiste italien, cela. Du moins, pas des adhérents du Parti communiste italien. On était déjà une sorte de révisionnisme. Pour certains, c'était encore insuffisant. Pour certains, c'était encore un danger. Et on pense à l'opération Stay Behind, on pense à l'organisation Gladio. Mais lui, il avait parfaitement compris que le Parti communiste n'était pas un danger pour la démocratie. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais vous-même, pendant toutes les années 60, vous avez été un acteur, évidemment, de la culture italienne, mais aussi de la politique. Vous étiez un cinéaste engagé, un militant politique, très à gauche, dans une organisation qui était maoïste. En 78, au moment de l'enlèvement de Moro, tout ça est un peu derrière vous. Vous vous êtes détaché. Mais est-ce que vous avez ressenti tout de suite, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, que vous étiez en train de vivre une tragédie qui allait être cruciale pour l'avenir de la politique italienne et en particulier pour la gauche. C'est-à-dire que ce très long mai 68 italien que vous avez appelé le Movimento, la mort de Moro, c'était vraiment la fin définitive d'un certain nombre d'illusions, d'espoirs. Est-ce que tout ça était déjà perceptible à l'époque? Mais j'étais un peu dehors de la politique depuis longtemps, de la politique militante. Je suivais avec les journaux, avec beaucoup d'amis. J'étais de gauche, oui, une gauche à gauche du Parti communiste, parce que on voyait que le Parti communiste, on n'avait pas la perception que quand même le Parti communiste avait une puissance énorme d'organisation, très molto riferito aussi molto diramato, molto ramificato, ecco, mais quand même une puissance politique qui avait accepté absolument les règles démocratiques. Non, à ce moment-là, il n'y avait plus de forces, diciamo, intermedie più radicali del Partito Comunista. Sì, c'era il manifesto, c'era il terrorismo. Il terrorismo veramente sentivo tragico e folle. Io ne ho parlato spesso. Le côté veramente pazzo di non vedere. Quando i terroristi dicevano no, ma noi ammazziamo, ma questi per noi ammazziamo i simboli e non le persone, sono scelte atroci, ma anche completamente disumane e in quanto disumane folli, ecco. Quello mi interessava e quindi la mia separazione, la mia era completa nei loro confronti, non lo è mai stato, però c'era alla fine degli anni 60, anche io ho militato per alcuni mesi anche in una formazione maoista, ma i maoisti erano molto... volevano fare la rivoluzione naturalmente e quindi ideologicamente erano per l'odio di classe, questa roba qua, però erano anche molto attenti a non... erano contro il terrorismo. Facendo riferimento anche al pensiero di Lenin,
erano contro il terrorismo, contro gli attentati terroristici, no, erano assolutamente, erano per conquistare il potere, ma in futuro, ecco, nella loro militanza non c'era, non vi erano, non c'era un progetto che avesse il terrorismo come un punto di partenza e di lotta. En fait, il n'y avait pas de force intermédiaire entre les éléments, les forces les plus radicales et le Parti communiste. Il y avait, oui, les forces autour du manifeste, et puis il y avait les terroristes. Mais le terrorisme, pour moi je l'ai toujours perçu comme quelque chose de tragique et de fou. J'en ai parlé souvent de ce côté de folie, surtout lorsque les terroristes disaient nous ne tuons pas les personnes, nous tuons les symboles. Mais ce choix est en même temps atroce et inhumain, d'où sa folie. Et c'est cela qui m'a toujours intéressée. Mais c'est en cela aussi qu'il y avait une totale séparation de ma part par rapport à ce genre d'opposition. À la fin des années 60, j'ai milité pendant quelques mois au sein d'une formation maoïste. Et c'est sûr, oui, les maoïstes voulaient, oui, la révolution, idéologiquement était en faveur... idéologiquement, ils prônaient aussi la haine des classes, mais ils ont toujours été contre le terrorisme, en quelque sorte se référant aussi à Lénine. Donc ils étaient pour une prise de pouvoir sans attentat terroriste. Donc le pouvoir, oui, mais plus loin, plus tard. Et ce côté militant, il n'y avait pas de projet terroriste comme point de départ pour une prise de pouvoir. D'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas dire que votre intérêt pour les Brigades Rouges, pour ceux qui ont choisi la lutte armée, rejoint un intérêt pour vous plus général, qui est celui de la folie dans la société moderne? Vous avez réalisé il y a quelques années, je crois dans les années 90, un film pour la télévision italienne qui s'appelle Sogni Infranti. Vous aviez interviewé deux anciens brigadistes qui encore étaient assez... dont il y en a un qui était psychiatre d'ailleurs, et qui refusait l'idée de folie, qui disait c'est l'idéologie, on ne touchait pas terre, mais c'était pas de la folie. Et je me souviens très bien, on entend votre voix, on va essayer de lui faire dire, mais si, c'était de la folie. Donc la folie, qui est aussi celle qui est un motif qu'on rencontre dans vos films depuis le début, elle s'incarne là, je dirais, de façon moderne, dans le choix de la lutte armée. Si, vraiment pour moi c'était... ce passage qui est simple, souvent les terroristes, quand on était arrêtés, disent non, mais quand à la question, mais pourquoi tu es une pauvre des agents qui n'avaient aucune responsabilité, mais c'était la devise qu'il représentait, il n'était pas et ça c'est totalement déshumain et vraiment d'une folie distruttive inaccettabile. Aussi Moro, no, ma l'abbiamo ucciso, anzi il y a dans la série a un certain moment Curcio che dit dans la prison, ma l'uccisione di Aldo Moro è l'atto più umano della classe operaia contro l'oppressione borghese. Ma lui ci credeva, non è che lo dicesse. Questa è la cosa che proprio dà il senso della storia, del passaggio della storia, è proprio quello che cose che oggi sembrano impossibili, inimmaginabili, invece tante persone le pronunciavano, ci credevano. Questo veramente mi colpisce, come la grande utopia rivoluzionaria di pochi decenni fa, oggi penso, o forse assume altre parole, assume altri significati, perché poi nell'essere umano l'esigenza di ribellarsi esiste sempre, però penso che sia oggi qualcosa di un altro pianeta, ecco.
Però invece era così che Curcio a Torino disse: noi pensiamo che l'uccisione di Aldo Moro sia l'atto umano più alto della classe operaia contro i borghesi. C'est une citation de Lénine. Et Renato Curcio, lorsqu'il était en prison, avait dit à l'époque, concernant l'assassinat de Moro, que c'était l'acte humain le plus élevé qui avait été commis par la classe ouvrière contre l'oppression de la bourgeoisie. Mais il y croyait. Et ce qui est en fait le sens de l'histoire. Et on voit là que du temps a passé et que des choses, ces choses nous semblent maintenant impossibles, inimaginables. Des choses qui ont été dites et des choses auxquelles on a cru. Et ce qui me frappe est que cette grande utopie révolutionnaire d'il y a quelques décennies à peine, aujourd'hui elle est où? Peut-être qu'elle a pris d'autres significations, elle est exprimée dans des mots différents, parce que le besoin de rébellion est toujours inhérent de l'être humain. Mais c'est comme si c'était d'une autre planète, alors qu'à l'époque c'était comme ça. Et Curcio à Turin l'a dit, l'assassinat de Moro, c'est l'acte humain le plus élevé que la classe ouvrière a accompli contre la bourgeoisie. Mais ce qui est très beau dans le film, c'est que ça raconte une histoire à la fois totalement inhumaine et totalement humaine. C'est-à-dire que les deux notions sont poussées à un degré d'exacerbation très fort. L'inhumanité, c'est l'État, on peut dire, c'est Cossiga dans ses fonctions, et puis c'est l'idéologie des brigadistes. Et puis, l'humanité, c'est évidemment la faiblesse de Cossiga, c'est aussi les doutes des brigadistes, dont certains, on le sait, ont pensé qu'il ne fallait pas tuer Moro. C'est-à-dire que ce rapport-là, cette dialectique-là entre l'humain et l'inhumain est très très présent et très fort dans votre film. Mais, non, il n'y a rien à répondre à ça, c'est sûr, mais ceci dit, Marco, je suis d'accord avec Jean-François. On voit que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez fait très attention pour que tous les personnages ne soient pas caricaturaux, ne soient pas manichéens, et leur chance. Par exemple, le dialogue entre le couple de brigadistes et la femme est formidable, parce que l'actrice est formidable, mais quand son compagnon lui dit « mais tu crois vraiment que l'Italie va devenir une république socialiste ?» sur le canapé. Et elle lui dit « mais tu es vraiment un salaud, je ne vois plus ma fille à cause de toi, et toi tu viens me dire ça. » Et bien sûr, politiquement, c'est lui qui a raison, mais humainement, elle a raison de lui répondre ça. Enfin, les choses dans le film sont vraiment très mêlées, et on sent que vous avez beaucoup travaillé là-dessus. À ce que, comme disait Jean Renoir, tout le monde a ses raisons, même si elles sont mauvaises. Sì, abbiamo lavorato, certo. Sûrement, ce dialogue combine plusieurs morceaux, c'est-à-dire Adriana Ferranda, à un certain moment, vraiment, elle a écrit un livre assez intéressant, Nell'anno della tigre, et il parle d'uno scontro, avec Morucci, parce que elle, il le dit, l'ha mis nel dialogo, lei aveva abortito l'anno prima perché lui gli aveva detto noi dobbiamo pensare alla rivoluzione, i figli ci penseranno degli altri. Et après, quand lui reconnaît, il dit cette chose qu'il ne croit, le côté très d'annunziano, no? Molto la morte per la morte, la bella morte, che pronunciavano anche in passato anche i fascisti, no? La bella morte, morire per... Lei si infuria terribilmente. Quel dialogo così era molto importante,
È molto importante anche perché secondo me funziona perché è recitato bene, joué bien, combina, mette insieme anche dei frammenti di dialoghi trovati anche in libri diversi, ecco, in questo senso. E poi gli attori lì devono essere bravi, gli attori devono recitare. Et dans ce dialogue, en fait, Adriana Faranda reproche à Valerio Morucci le fait qu'il l'a obligé de se faire avorter l'année d'avant parce qu'il fallait faire la révolution et que bon, les enfants, c'est d'autres qui les auraient fait. Et là, on est dans une dimension qui fait penser à d'annunzio, l'idée de la mort pour la mort, de la belle mort. Et c'est une idée que les fascistes ont aussi promue. Les fascistes pensaient aussi à une belle mort. Mais dans ce dialogue, Adriana Faranda est prise d'une colère folle. Et ce dialogue est important. D'abord parce que il est bien joué. Les deux acteurs le jouent bien. Et puis aussi parce qu'on reprend là-dedans des fragments de dialogue qui viennent de plusieurs livres. Et puis les acteurs sont très bons. Il faut que les acteurs fassent leur boulot, qui est donc de bien jouer. Vous avez quelqu'un là avec un micro, s'il y a des questions, des réflexions, des interventions. Peut-être juste pour rebondir ce que vous venez de dire. Le temps que le micro arrive à vous, Madame le micro arrive. Juste, vous avez notamment interviewé dans votre film pour la télévision Fenzi, qui est le brigadiste qui a été arrêté avec Mario Moretti et qui lui a dit, ben à l'époque, on pensait même pas à la société d'après la Révolution. Ça nous est jamais venu à l'idée de savoir à quoi ça pourrait ressembler, ce pourquoi on tuait des gens quand on était... Si, c'est vrai. Il disait, il faut détruire, disons, les structures portantes de cette société, c'est-à-dire distruggere, poi dopo si vedrà. Ecco. À l'époque, il fallait détruire et après, on verra. Madame. La question était celle des acteurs, justement. Intanto sono della Valdure, quindi posso anche parlare qualcuno della Valtrebbia con un certo piacere. La question, c'était justement celle des acteurs. Vous choisissez toujours des acteurs fabuleux, Maya Sanza, Fabrizio Gifuni, quello del Papa, non mi ricordo più, Tony Servillo. Or, souvent, les cinéastes qui mettent en scène l'histoire choisissent aussi des acteurs qui ne sont pas aussi impressionnants et qui ont déjà un tel pouvoir comme acteurs. Il se trouve que moi, quand j'ai vu vos deux films, j'ai eu l'impression que c'était plus une histoire personnelle qu'une histoire politique. Est-ce que c'est parce que ces acteurs-là ont un tel jeu personnel tellement puissant que vous les choisissez, que vous offusquez en quelque sorte, que la politique trouve cet écho en eux. Enfin, je ne sais pas si la question est très claire, mais pourquoi avez-vous choisi des acteurs aussi impressionnants et pourquoi les avez-vous choisis et choisissez-vous toujours des acteurs qui sont comme ça? Sì, c'est une question, c'est difficile à répondre dans le sens que je ne pose pas quand on imagine un acteur, alors sûrement je ne pose pas avec des raisonnements politiques, disons, mais la voix, le vie, l'histoire aussi, souvent on fait encore des, come dice provino? Un essai? Si fanno anche dei provini, ecco, e poi si rischia, certamente è come nella vita, quando lei sceglie un attore
può essere una buona scelta o meno buona, ecco. Però se è buona, se non è buona devi lavorare, mai rassegnarsi, mai dire ho sbagliato, no. Magari c'è un attore che non è l'ideale, però mettere tutta l'energia per cercare di portarlo alla tua immagine. Ecco. Bon, bien évidemment, on fait des bouts d'essai, mais après, c'est comme dans la vie. Lorsqu'on choisit un acteur, on peut bien tomber, on peut tomber un peu moins bien. Et si on tombe bien, c'est bien. Sinon, il faut travailler. Il faut travailler pour que cet acteur ressemble le plus possible à ceux qu'on avait dans notre tête. Et il faut mettre toute sa propre énergie pour que ça devienne comme ça, pour qu'il ressemble à l'image que tu avais. Monsieur. Et puis il y a aussi un problème d'expérience, dans le sens qu'il y a des acteurs qu'on a déjà connus, par exemple, Fausto Rusalesi, c'est un grand acteur qui fait Cossiga, mais pas beaucoup de monde le connaît. Alors je le connais, mais on a fait des essais, plus d'un essai, et il a découvert tandis que Moro, qui connaissait très bien le personnage de Gifuri, qui connaissait très bien le personnage de Moro, je l'ai vu au théâtre, jouant Moro, alors je lui dis, c'est toi, cambiano i metodi. Les méthodes peuvent changer. Monsieur. Oui. Ma question, c'est sur un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Il y a quand même des personnages un peu caricaturaux dans la série. Et je voulais poser la question, est-ce que c'est une coïncidence que c'est des personnages sur lesquels il n'y a pas de profondeur, que ce soit Moretti d'un côté et Andreotti de l'autre, c'est-à-dire des personnages qui ont exercé le pouvoir dans l'histoire, qui ont décidé le cours de l'histoire du côté des Brigades Rouges et du côté de la démocratie chrétienne, alors que les personnages sur lesquels il y a du travail qui sont centraux de la série, le pape, Madame Moreau, Morucci, Faranda, etc., c'est les personnages auxquels l'histoire échappe, d'une certaine façon. Est-ce que c'est un choix délibéré? Est-ce que c'est lié à l'idée de la série externe en honte de démontrer ceux qui ont subi l'histoire? Ou est-ce que c'est parce que les personnages qui exercent le pouvoir sont moins intéressants de ceux qui les subissent? Non, n'est pas un choix. C'est-à-dire que Moretti aussi, j'ai parlé avec lui avant du tournage, parce que je voulais savoir des choses. Il ne m'a pas révélé des secrets. Alors, non, c'est peut-être les limites, parce que quelquefois tu trouves des acteurs qui sont formidables, des autres, tandis que, mais c'est votre idée. J'ai une idée un peu différente, dans le sens que je ne pense pas qu'ils sont des caricatures. Dans le sens que aussi l'acteur qui interprète Andreotti, c'est un grand acteur. Il joue avec une discrétion démocratienne qui me semblait pour un rapport à toute l'histoire, parce que il faut se rappeler que Andreotti è un personaggio importante, ma è meno sfaccettato, meno di Cossiga, ha meno possibilità di rappresentarsi che non sia Cossiga, insomma. Moretti, anche lui, aussi Moretti dans la série, c'est toujours à l'extérieur, tandis qu'on a travaillé plus sur Moretti. Parce que si tu as la possibilité de le voir dans l'intimité, dans la maison, Moretti c'est toujours à l'extérieur de ça. Et peut-être que vous avez eu cette impression, peut-être vrai, hein, je ne dis pas, mais elle n'était pas dans mon intention de faire des caricatures de ce personnage. Voilà, juste
Marco Bellocchi avait précisé que Andreotti en soi, c'est un personnage qui a moins de facettes que Cossiga et donc aussi moins de possibilités de représentation. Puis Moroci et Faranda, c'est le couple comme superstructure. Ah, però poi è soggettivo, uno pensa in un modo, ma pensa in un altro. Ecco. Après, c'est subjectif, chacun a son idée. Merci. Moi, je voulais qu'on revienne un petit peu sur le dispositif d'écriture de votre série de réalisation. On l'avait abordé un petit peu au début. Savoir comment vous avez abordé ce projet. Est-ce que c'était en tant que cinéaste de films, et souvent de films d'ampleur historique, alors on pense à Vincere, Le Traître, etc., avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire parfois des envolées oniriques, lyriques, etc., et la manière dont vous l'avez abordé, et est-ce que vous avez donc filmer ce projet en tant que réalisateur de film, ou alors cette fois-ci dans la peau d'un metteur en scène de série avec donc tout ce que cela implique, donc en découpage par épisode, et puis voilà. Oui, disons qu'en réalité, il y a assez libre dans le travail, dans le sens que va proposer à des producteurs privés et puis à la télévision, à la RAI, de faire cette série à l'intérieur des limites de production, aussi 6 épisodes, et en travaillant à l'extérieur, c'est-à-dire sur plusieurs personnages qui sont autour de la tragédie d'Aldo Moro, on a été assez libre. On a travaillé avant en étudiant beaucoup tous les livres, il y a un matériel sterminato inépuisable sur libri, e quindi abbiamo dovuto fare delle scelte, ma con una discreta libertà, ecco, una certa libertà, c'est-à-dire non siamo stati censurati. Il timore era che magari ci fossero personaggi ancora vivi, parenti, che potevano crearci dei problemi. Però in questo la RAI, cioè, anche come istituzione dello Stato, non ci ha impedito, non ci ha censurato. Ecco. On a pu faire les choix qu'on souhaitait, on a eu une certaine liberté, personne ne nous a censuré. Notre crainte était qu'il puisse y avoir encore des vivants dans le cadre, je ne sais pas, de la famille, et que donc ces personnes pouvaient nous créer des problèmes. Mais ce n'est pas arrivé, et la RAI non plus, en tant que télévision d'État, ne nous a pas empêché de travailler e ne nous a pas censuré. Cioè, ci sono state sì delle proteste, però che non hanno avuto seguito da parte del figlio di Andreotti, però ha detto io non lo voglio, io sono... c'è questa contraddizione, diceva mio padre non era così, però io mi rifiuto di vedere il film. Ma scusami, vedi il film e poi giudica. E poi anche della figlia primogenita di Aldo Moro, Maria Fida, che ci ha diffidato dicendo è un'operazione di sciacallaggine quella come se fosse la memoria e Aldo Moro appartenesse solo alla famiglia e nessuno potesse più occuparsene, ecco. Però sono state delle proteste che non hanno avuto un seguito legale, ecco. Non è che ci sono state delle azioni legali per impedircelo. Il y a eu quelques récriminations, on a reçu quelques protestations, mais qui n'ont pas eu de suite, notamment le fils de Andreotti qui nous disait non, mon père n'était pas comme ça, mais en même temps il refusait de voir le film. Donc bon, pour moi il devait d'abord voir le film et après peut-être il aurait eu son mot à dire. Et puis la fille aînée de Aldo Moro, Maria Fida, elle a dit qu'il s'agissait d'une opération de chacalage, voilà.
Je ne sais pas, c'est chacal et pas... Chacal. Chacal, c'est-à-dire c'est une opération de chacal, en fait. D'exploiter, en fait, cette histoire, mais il n'y a pas eu de suite. C'est comme si, pour la fille de Moreau, c'est comme si Aldo Moro leur appartenait intégralement et que personne d'autre ne pouvait s'en occuper. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de suite légale, hein. Pas d'action légale. On va peut-être arrêter là pour les questions parce que le planning est serré. Marco Bellocchio, juste pour le film que nous allons voir maintenant, dont Marx peut attendre, c'est un documentaire. En même temps, c'est un documentaire intime. Cette histoire qui est une histoire familiale et une histoire politique, qui est l'histoire de votre frère, c'est toujours compliqué de poser cette question. Mais comment vous vous êtes dit que vous deviez le faire, que le temps était arrivé où il fallait que vous racontiez cette histoire et que c'était le moment de la raconter et que j'imagine vous ne pouviez pas faire autrement? Non c'è stato, lo rispondo in italiano, non c'è stato un momento, nel senso che all'inizio io pensavo di fare un film documentario sulla mia famiglia, poi poco alla volta è emersa la figura di mio fratello gemello, che è diventato il protagonista di questo film. Io sul tema della morte, del suicidio di un fratello ero già tornato in altri film, però ho capito che questo film mi metteva personalmente in gioco molto più che negli altri film e quindi vi ho dedicato una passione particolare e devo dire che questo film, Marx può aspettare, finalmente rappresenta quello che è stato il nodo tragico maggiore, e cioè la insensibilità, il non aver sentito io, ma come altri della mia famiglia, il pericolo, di non aver sentito che mio fratello poteva uccidersi. Quello è stato il tormento che però in questo film è stato messo in evidenza. Questo non sentire abbastanza, non capire abbastanza, non intuire che hai di fronte una persona che guardandoti negli occhi potrebbe fare una scelta che tu non intuisci, quindi una mancanza di sensibilità. Questa è la cosa che, al di là del giudizio che chi lo vedrà potrà avere sul film, è la cosa che più per me è stata importante fare. E comunque come enunciazione penso di esserci riuscito. Ce film, il n'y a pas de moment particulier. Ce film est né comme un documentaire sur ma famille. Et puis petit à petit, le personnage de mon frère jumeau a émergé et il est devenu le héros de ce film. J'avais déjà abordé la question du suicide, de la mort et du suicide d'un frère dans d'autres films. Mais dans ce film, c'est moi qui suis en jeu personnellement, plus que dans d'autres films. J'y ai mis une passion particulière. Et ce film, Marx peut attendre. Et en fait, un nœud, c'est vraiment le film où j'aborde ce nœud tragique qui est en quelque sorte ce manque de sensibilité, le fait que ni moi, ni ma famille, nous n'avons anticipé, compris, perçu ce danger, que quelqu'un qui était là pouvait se tuer. Et ça a été mon tourment. Et dans ce film, c'est ce qui émerge, c'est ce que je mets en évidence, que nous n'avons pas compris, nous n'avons pas eu cette intuition.
du fait que la personne qui te regarde dans les yeux peut commettre un choix que tu ne comprends pas. Et là, c'est un manque de sensibilité. Et c'était pour ça que c'était pour moi important de faire ce film, indépendamment de ce que vous penserez de ce film. Et c'était en fait ça que je voulais énoncer. Et je pense que j'ai réussi à le faire. C'est donc la deuxième projection française après le Festival de Cannes 21 de ce film, Mars peut attendre. Merci beaucoup à Alexandra Enochberg et Ad Vitam de nous avoir prêté le film. Quelques remerciements très rapides parce que je ne les ai pas faits hier, tellement la projection était longue. Merci beaucoup à Arte de nous avoir permis de passer Esther Nonote. Merci à nos partenaires de l'Institut culturel italien et d'Ambassadeur. Merci beaucoup à vous, Rosanna, d'avoir traduit les propos de Marco Bellocchio. Et une fois de plus, merci infiniment de votre temps et de votre générosité. Grazie di avermi ascoltato con tanta pazienza, grazie e ringrazio voi Évidemment, en cabine, quelques minutes de pause et on continue. Merci.